En Centrafrique, les évêques élèvent le ton. Ils dénoncent la mainmise des groupes armés sur le pays. Ces prix-là ont publié une lettre pour mieux se faire entendre. Les signes progressifs d'un retour au calme en Libye, des parlementaires représentant les deux camps qui s'opposent sur le terrain ont échangé au Maroc. Les précisions dans un instant. Et puis, l'Inde, deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus. Plus de 70 000 personnes ont déjà succombé au virus. Les experts prévoient une hausse prochaine du nombre de personnes contaminées. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La communauté économique des États ouest-africains a une nouvelle fois pressé la junte qui a donc pris le pouvoir au Mali en demandant un retour rapide des civils, a affirmé lundi le président nigérien Mahamadou Issoufou lors de l'ouverture d'un sommet de la CEDEAO à Niamey, la capitale du Niger. Le président nigérien a donc rappelé que la CEDEAO a pris des sanctions et a demandé donc à la junte militaire de regagner les casernes et la mise en place d'une transition d'une durée de 12 mois maximum, dirigée par des civils. Le 20 août dernier, lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, le président Issoufou avait indiqué que les sanctions seraient donc levées progressivement en fonction de la mise en œuvre des mesures permettant un retour des civils au pouvoir. Ces sanctions prises concernent la fermeture des frontières, embargo sur les échanges financiers et commerciaux sont toujours en vigueur. Par ailleurs, abordant d'autres sujets, le président Issoufou a exhorté ses collègues à élaborer une nouvelle feuille de route pour la sortie de crise au Mali. En Centrafrique, les évêques ont vivement dénoncé la mainmise des groupes armés sur le pays, des groupes armés qui ravagent le pays dans une lettre publiée dimanche dernier, alors qu'approchent donc les élections prévues pour décembre prochain. La signature d'un accord de paix entre le gouvernement et puis 14 groupes armés en février 2019 n'a pas permis de ramener la sécurité dans le pays. La Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. La signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 n'a pas permis de ramener la sécurité dans une grande partie du territoire. Les seigneurs de guerre tirent profit de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, écrivent les auteurs de la lettre. Ces leaders rebelles jouissent de tous les privilèges, en particulier la pleine liberté de mouvement et l'impunité malgré la poursuite discontinue des exactions sur le terrain. L'accès aux autorités leur est garanti. Ils se plaisent dans le business de la guerre, érigé en modèle économique du sang humain, fustigent les évêques centrafricains. Les auteurs critiquent également le gouvernement. L'État, selon eux, n'est plus totalement en mesure de bâtir des politiques publiques profitables à la population. Toutefois, les évêques évoquent des signes d'espérance à 4 mois de la présidentielle. La reconstruction de l'armée nationale, avec le soutien de l'Union européenne et de la Russie, ainsi que le redéploiement de l'autorité de l'État dans plusieurs provinces du pays. La signature définitive de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et plusieurs groupes rebelles paraffés fait août dernier est prévue pour le 2 octobre prochain à Juba, au Soudan du Sud. C'est ce qu'a donc annoncé ce dimanche le chef des médiateurs d'après l'agence de presse officielle. Le chef des médiateurs et conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité a annoncé que la signature définitive de l'accord de paix entre les parties soudanaises aura lieu le 2 octobre prochain dans la capitale, Djouba. Les autorités soudanaises de transition et plusieurs chefs du Front révolutionnaire de libération FRS, rassemblant des groupes rebelles, ont paraphé le 31 août un accord de paix historique visant à mettre fin à près de 2 décennies de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts, en particulier au Darfour, prévoyant le démantèlement de ces mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières soudanaises. Le texte aborde des questions aussi variées que la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir, ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés. Créée en 2011,
Le FRS est une alliance de 5 groupes armés et 4 mouvements politiques issus du Darfour et des États méridionaux du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Par ailleurs, le Premier ministre Abdallah Hamdok a signé vendredi un accord de cessation des hostilités avec le SPLM Nord d'Abdelaziz Al-Hilou, l'un des 2 derniers groupes rebelles, avec le mouvement de libération du Soudan d'Abdelwahid Nour ayant refusé à ce stade de se joindre à l'accord de Djouba. La paix avec les mouvements rebelles est la priorité du gouvernement soudanais de transition arrivé au pouvoir après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir en avril 2019, après des mois de contestation populaire. Et on parle à présent de la distribution d'aide en vue pour les réfugiés au Nigeria. L'annonce a été faite par le gouvernement qui entend ainsi porter assistance aux personnes qui subissent les affres des groupes djihadistes dans le nord-est du pays. Le gouvernement nigérian a annoncé que l'armée allait procéder à des distributions d'aide alimentaire pour les réfugiés se trouvant dans les zones enclavées de l'État du Borno au nord-est du Nigeria. Certaines zones de cette région, ravagées par 10 ans d'insurrection djihadiste, sont rendues inaccessibles par l'insécurité et les inondations qui rendent les routes impraticables. La ministre nigériane des Affaires humanitaires a inspecté ce week-end les avions de l'armée de l'air qui vont convoyer l'aide humanitaire dans ces zones isolées. L'opération conduite par l'armée de l'air nigériane doit bénéficier à plus de 152 000 déplacés internes dans les zones reculées de cette région. Les restrictions de mouvement liées à la crise du coronavirus, la saison des pluies et l'insécurité rendent l'accès aux populations particulièrement difficile pour les organisations non gouvernementales. Le principe d'une collaboration entre les forces de sécurité nigérianes et les organisations humanitaires a été acté au mois de novembre lors d'une réunion des acteurs à Maïdougouri. Selon les Nations Unies, l'insécurité alimentaire est alarmante dans les États du Borno, d'Adamawa et Yobe, les plus touchés par le conflit djihadiste. Dans ces 3 régions, plus de 10 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour leur survie, soit 4 personnes sur 5. C'est le nombre le plus élevé depuis 5 ans, selon l'ONU. Des parlementaires représentant les 2 camps libyens, le gouvernement d'union nationale basé à l'ouest du pays, au pouvoir, et puis le pouvoir de l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Ils se sont donc rencontrés au sud de la capitale marocaine, à Rabat. Voici donc les détails dans ce élément. Le Royaume est prêt à mettre à disposition des Libyens un espace pour qu'ils puissent discuter selon leur volonté et applaudira quel que soit le résultat, a déclaré le chef de la diplomatie marocaine peu avant le début des discussions. Celle-ci se déroule à huis clos dans un grand complexe touristique de la ville côtière de Bouznika. À l'initiative du Maroc, le dialogue libyen réunit 2 délégations de 5 députés issus du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le Maroc n'a pas d'agenda ni d'initiative à présenter, a ajouté Nasser Bourita, en appelant à une solution par les Libyens sous l'égide des Nations Unies. Dans le même temps, dimanche, à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan discutait avec Fayez al-Sarraj, chef du JNA, a indiqué sans autre détail la présidence turque sur Twitter en publiant 2 photos des 2 hommes. Sur fond d'implications étrangères croissantes, la Libye est déchirée depuis 2015 entre 2 pouvoirs. Les 2 camps en conflit ont annoncé le 22 août séparément un cessez-le-feu et des élections dans ce pays meurtri par les conflits depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Avant ce cessez-le-feu, l'interférence d'armées étrangères a exacerbé le conflit avec les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie dans le camp Haftar, et de l'autre, la Turquie et le Qatar. Les principaux pays concernés avaient promis en janvier de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires internes libyennes à l'issue d'un sommet à Berlin. C'est au Maroc qu'a été conclu le 17 décembre 2015, sous l'égide de l'ONU, l'accord de règlement politique de Skhirat, en vertu duquel a été créé le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled al-Meshri, ont été reçus en juillet, séparément à Rabat, par le chef de la diplomatie marocaine.
L'Inde est depuis ce lundi le deuxième pays du monde ayant enregistré le plus de malades de coronavirus. Il devance ainsi le Brésil selon des chiffres publiés donc par l'agence France Presse. Avec ses 4,2 millions de cas selon les données du ministère indien de la Santé, le pays se positionne après les États-Unis qui comptabilisent 6,25 millions d'infections et devant le Brésil avec 4,12 millions de malades du coronavirus. Deuxième pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est durement frappée par la pandémie qui a fait plus de 880 000 morts dans le monde depuis fin décembre selon un comptage établi par l'AFP à partir de données officielles. L'Inde comptabilise 111 642 morts, derrière les États-Unis 188 540 et le Brésil 126 203 parmi les 3 pays les plus endeuillés au monde par le virus. Les chiffres réels devraient être plus élevés, estiment des experts qui informent que les tests sont insuffisants et que des décès ne sont pas enregistrés. Cette hausse des cas n'a pas empêché la réouverture avec de strictes précautions sanitaires du métro à l'arrêt depuis presque 6 mois dans les grandes villes, notamment la capitale New Delhi. Depuis août, l'Inde bat quotidiennement des records mondiaux de hausse des cas et a passé samedi la barre des 4 millions, 13 jours à peine après celle de 3 millions. Plus de 10 millions de personnes en moyenne sont actuellement testées par jour. Un nombre qui risque d'augmenter après la recommandation vendredi des scientifiques qui conseillent le gouvernement d'autoriser le test sur simple lettre d'un médecin. Dans de nombreux pays où l'épidémie semblait marquer une pause, depuis la fin du printemps, le nombre de nouvelles contaminations connaît une hausse alarmante, en particulier en Europe où les habitants reprennent le chemin de l'école, de l'université ou du travail après les vacances d'été. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.